Bonjour à tous, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça y est, ça y est, ça y est. Donc ça nous évite d'avoir le son des ateliers d'à côté, pouvoir rester entre nous sans avoir à élever trop la voix. Donc, bonjour à tous, il reste quelques places dans la salle, vous avez vu, donc n'hésitez pas à envoyer des textos aux collègues, à ceux qui ont envie de parler de sobriété énergétique. Voilà, c'est un thème d'Energaia, il y a beaucoup de stands pour la production d'ENR, mais il y a aussi le volet sobriété énergétique qu'on développe beaucoup, en tout cas à travers la stratégie Région Énergie Positive de la région. Donc on vous propose une séquence voilà, en trois temps principaux. Donc on va faire trois courtes présentations avec l'objectif de lancer un débat, des échanges et des questions, si vous en avez, sur le sujet de la réhabilitation du patrimoine bâti, plutôt dans les petites communes. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup autour de la table. Et j'espère que vous serez intéressés aussi, que vous aurez des solutions, des clés, des réponses à l'issue de nos présentations. Donc on a 3 intervenants. Donc je commencerai, donc Guillaume de Rombis de l'AREC, Agence Régionale Énergie-Climat d'Occitanie. Je vous parlerai du parcours bâtiment public qu'on a lancé hier. Il y a une petite séquence de lancement d'un parcours sur le stand de la région. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de développer un petit peu plus ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine. On a ensuite une intervention de Patrick Madec, directeur, tu pourras repréciser ton rôle exact au sein d'Héro Énergie, et de Sébastien Carrière, qui sont des compétences clés dans le développement du parcours bâtiment public qu'on va vous proposer. Et puis on terminera avec le témoignage, l'intervention de Michel Loup, le maire de Valros, une commune de l'Hérault, qui nous racontera comment il appréhende le sujet de la rénovation du patrimoine de sa commune, comment jusqu'à présent il a travaillé avec Héro Énergie pour le faire. Et puis peut-être on vous posera des questions sur comment vous percevez les grands principes du parcours qu'on propose et qu'on a lancé hier. On va lancer les choses, je fais une petite zapette. Donc voilà le programme, et bien sûr on laissera du temps pour qu'on puisse discuter. On n'est pas nombreux, donc on a largement la place pour réagir à ce qu'on vous aura présenté. Donc d'abord le parcours bâtiment public. Donc en quelques chiffres, mais je vais pas dans le détail, ce sont des chiffres que l'on connaît, en tout cas qui guident et qui motivent notre intervention sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments, et des bâtiments publics en particulier, parce qu'on sait que c'est un poste de consommation d'énergie très important au niveau national. Du secteur du bâtiment, c'est presque la moitié des consommations d'énergie finale. Et on sait que le parc tertiaire représente une bonne part de la consommation de ce secteur, en particulier les collèges, les lycées et les écoles, qui concernent les communes. Le deuxième chiffre clé qu'on aime bien mettre en avant, c'est que la consommation d'énergie, c'est aussi une facture par habitant. Quand on regarde simplement la consommation énergétique liée au bâtiment, au patrimoine public dans les communes, ça représente 44 € à peu près par habitant par an, chaque année. Donc c'est pas négligeable, c'est une part qui dépend bien sûr de la taille de la commune, de la performance du patrimoine, mais c'est une moyenne importante qui motive aussi l'intérêt de rénover le patrimoine bâti dans les communes. Et puis troisième chiffre clé qu'on aime bien développer, c'est celui de la part des petites communes de moins de 3500 habitants en Occitanie, qui représentent plus de 90% des communes en Occitanie, des petites communes qui n'ont pas ne sont pas staffés en interne pour piloter des projets de rénovation énergétique, qui parfois ont une connaissance partielle du patrimoine, de ses consommations énergétiques,
et qui n'ont pas forcément en tête tout le cadre réglementaire qui s'impose à la rénovation du patrimoine. Et enfin, c'est surtout ce sont des communes, pour en côtoyer quelques-unes, qui ont des difficultés à identifier tous les dispositifs, toutes les voies de financement, les mécanismes qu'on peut activer pour financer des projets et diminuer au maximum le reste à charge. Donc, il y a vraiment un problème de compétences auquel on répond en essayant de proposer un accompagnement rapproché de proximité du début à la fin des projets. Et on a un problème d'accès au financement parce que si le reste à charge est trop élevé, le projet ne se fait jamais. Ça, c'est partagé, c'est une évidence, mais on aime bien le rappeler à ce moment-là et c'est un enjeu particulier en Occitanie. Donc le parcours d'accompagnement qu'on a lancé hier, on a fait des belles photos avec les 13 syndicats d'énergie présents, avec les partenaires du parcours, la Banque des Territoires, l'Agence France Locale, l'ADEME, la région, et la REC en tant qu'opérateur coordinateur du parcours. Et ce qu'on a conçu, en tout cas réfléchi toute l'année au contact des communes, c'est un parcours qui repose sur 3 grands principes. Le premier principe, c'est de proposer aux petites communes d'Occitanie un accompagnement à la carte, composé de missions assez classiques pour mener un projet de rénovation énergétique. D'abord, on va proposer un accompagnement à la définition d'une stratégie de rénovation énergétique sur un patrimoine. On propose aussi dans les missions socle de base un audit énergétique. Et une fois que le scénario technique de l'audit est validé, on propose un accompagnement après l'audit pour accompagner le projet dans l'étape travaux. Et d'autres types de missions qu'on proposera à la carte. C'est un menu à la carte. Et la commune, en fonction de ses besoins, en fonction de ses priorités et de ses moyens, viendra piocher dans ses missions ce dont elle a besoin. La deuxième promesse que l'on fait aux communes qui bénéficieront de ce parcours en Occitanie, c'est de bénéficier d'une prise en charge au moins à 50% de ses coûts d'accompagnement. Parce que, bien sûr, tout le temps passé sur les projets, l'ingénierie de projets, a un coût et ce coût sera pris en charge pour au moins la moitié par des financements publics qu'on a été captés. Donc d'abord à travers le programme Acté Plus dans sa nouvelle version et demain en croisant très fort les doigts les fonds de la Banque européenne d'investissement qui nous permettront de financer une partie importante, au moins 50% de ces missions-là. L'objectif c'est de réduire un maximum la facture et que ce soit le plus indolore possible pour ces petites communes. Et enfin, donc dernier grand principe auquel on tient beaucoup et parce qu'on pense que c'est important, de simplifier un maximum la rénovation énergétique pour ces communes, parce que il y a une multiplicité d'acteurs au niveau régional. On a les ALEC, on a les PETR qui proposent d'accompagner des projets à différents moments. On a les conseillers en énergie partagée, on a les économes de flux. On a tout un tas d'acteurs qui proposent d'accompagner les projets et qui peuvent avoir des regards complémentaires sous réserve qu'on arrive à coordonner un peu toutes ces compétences autour d'un projet. Et la promesse que l'on fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table, autour d'un projet, et que la commune n'ait plus 4 intervenants autour d'elle, mais elle n'en ait plus qu'un seul, qui assure pour elle la coordination de l'ensemble. Et ce rôle-là, sera assumé par les syndicats d'énergie en Occitanie. C'est ça qu'on vous a montré une belle carte qui permet de mailler tout le territoire avec, dans chaque département, un guichet, un point de contact privilégié pour les communes à qui elles pourront s'adresser pour être guidées, donc bénéficier d'un conseil de premier niveau et être orientées dans le parcours avec ce choix de missions qu'on va leur proposer en fonction du territoire. On va avoir un socle commun et quelques petites spécificités d'un département à l'autre. C'est la promesse, 3 grands principes: faciliter la rénovation énergétique et surtout aller chercher les financements qui permettront de réduire le reste à charge pour les projets. Pour que ça se fasse vraiment. Et enfin, on n'a pas prévu beaucoup de diapos, hein, ne vous inquiétez pas. On a voulu représenter sur une diapo les partenaires autour du projet,
L'idée, c'est de mettre en avant le collectif qui s'est monté autour de ces trois grands principes. Donc on a l'ADEME qui finance le réseau des conseillers d'énergie partagée. Bien sûr, les syndicats d'énergie qui vont occuper ce rôle central, pivot, d'accompagnement de proximité des projets. Et puis le soutien institutionnel de la région, de la Banque des Territoires, l'Agence France Locale qui va proposer des solutions de prêts très très avantageuses pour financer la rénovation énergétique. Et l'ensemble des syndicats d'énergie avec qui on travaille et qui se sont groupés autour de cette initiative. Et lancement au 1er janvier 2024 sous une version bêta test. Donc d'abord qui reprendra les grandes missions aujourd'hui assurées par les syndicats d'énergie, parce que les syndicats d'énergie accompagnent déjà les projets, et dans une version étoffée à partir du premier trimestre 2024. Donc c'est parti, on a signé, maintenant on ne peut plus reculer, on y va. Je vous propose peut-être de garder un peu le temps d'échange, parce que nos présentations se complètent, à moins qu'il y ait vraiment une question voilà, avant la prochaine présentation. Mais je vous propose de garder un temps un peu plus long à la fin pour faire le lien un petit peu entre toutes ces présentations. On y va ? À toi, Patrick. Merci Guillaume. Donc on va vous présenter finalement l'offre de service du syndicat Aéroénergie avec Sébastien Carrière qui travaille dans la direction énergie. Et on va effectivement voir comment on s'associe et comment on essaie de proposer une offre un peu nouvelle pour faciliter les projets de rénovation avec la REC et la région et les autres syndicats autour de la rénovation énergétique. Alors juste rapidement, les missions du syndicat Aéroénergie, donc j'allais dire la compétence historique, c'est autour de tout ce qui est l'aménagement électrique de l'Hérault, avec le contrôle des concessions, les travaux sur les réseaux, l'électricité, l'éclairage public, et également le déploiement des bornes de recharge. On a effectivement une mission qui est montée en charge et en compétence depuis plusieurs années autour de la transition énergétique, autour de la maîtrise de l'énergie. Donc il y a tout un tas d'actions, d'activités qui sont autour de la maîtrise de l'énergie, de la télégestion, des énergies renouvelables, des réseaux techniques, etc. Et également une autre offre de services importante, c'est tout ce qui est groupement d'achat d'énergie, groupement d'achat de véhicules électriques, de bornes de recharge, etc. Plus on offre un certain nombre d'autres services autour des certificats d'économie d'énergie et de tout ce qui est la redevance, la RODP. Voilà. Alors je vais laisser la parole à Sébastien par rapport à la gestion en énergie partagée. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, l'offre de service qu'on propose aujourd'hui aux communes et aux groupements, donc c'est une sorte d'accompagnement, on va dire, sur le long terme aux différentes communes. Dans un premier temps, on fait en fait une analyse un petit peu de tout ce qui est consommation, on va dire, énergétique du patrimoine bâtiment. Et on va déceler tout ce qui est erreur de facturation et identifier, on va dire, tout ce qui est dérive, on va dire, au niveau des abonnements des différents compteurs. Ensuite, on fait vraiment une visite terrain et un échange, on va dire, avec les occupants du bâtiment, toute la partie vraiment technique qui suit le patrimoine. Et à la fin, donc, c'est une remise, on va dire, d'un rapport avec vraiment une structure d'audit énergétique, avec des différentes propositions d'amélioration sur le patrimoine bâtiment, une analyse des consommations forcément, et différentes, on va dire, pistes, on va dire, vraiment sur le long terme. Et ensuite, il y a une deuxième volet d'accompagnement qui est vraiment sur la partie financière qu'on propose aux communes, donc avec ce qu'on appelle le guide des aides en interne. C'est vraiment un programme de subvention sur différentes thématiques. Donc la partie isolation, donc on traite tout ce qui est menuiserie, toiture et murs. La partie régulation, donc tout ce qui est vraiment chauffage, gestion technique bâtiment. Aujourd'hui, c'est une thématique qui sera d'ailleurs abordée dans la présentation qui est juste après nous. Une partie sur l'aérothermie, la géothermie, l'éclairage avec le LED bâtiment et vraiment un programme de solutions de confort d'été qui est assez récent chez nous. Sur la partie, voilà, se protéger un petit peu des apports solaires et de chaleur dans notre région, c'est important. Et voilà, juste pour résumer un petit peu en chiffres, en 2023, c'est quasiment 600 000 euros attribués aux différentes communes du département et 68 projets donc suivis. Et donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Guillaume, nous,
on a participé à la construction finalement, à la co-construction du parcours public en Occitanie et plus particulièrement dans l'Hérault, en essayant justement de proposer des offres, j'allais dire, donc de premier niveau, comme on l'a expliqué, sur la gestion d'énergie partagée, sur la qualification un petit peu des besoins, et de proposer finalement d'aller plus loin si nécessaire sur des audits ou sur de la MO, de la maîtrise d'œuvre. Mais tout ça finalement en essayant de s'inscrire dans ce parcours. Donc en tant que porte d'entrée, on va vraiment essayer d'aider les communes, j'allais dire, sur certaines étapes, et en partenariat avec l'AREC et le dispositif Parcours Bâtiment Public, on ira contractualiser, en tout cas formaliser le projet, essayer d'aller jusqu'au bout pour la commune, et en essayant de réduire un maximum les différents coûts, s'il y a des études complémentaires, s'il y a des besoins d'aider sur la recherche de financement extérieur, sur un contrat de performance énergétique, etc. Donc on a vraiment, nous, des choses qu'on fait en interne qui sont j'allais dire, inscrits dans l'ADN du syndicat, et on va venir, avec ce parcours, apporter des services complémentaires. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux rajouter des choses, mais... C'est bon. Donc ce qu'on propose, c'est de passer la parole à monsieur Loup, qui a aussi mené un certain nombre d'opérations très, très pertinentes par rapport à son patrimoine et à sa rénovation. Oui, merci. Donc moi là, je suis, je vais vous faire le témoignage des actions qu'on a pu mener au niveau de la commune. Alors Valros, c'est une petite commune, hein, c'est 1600 habitants. Elle se situe entre Pézenas et Béziers. Et on a un travail qu'on mène en commun avec Hérault Énergie depuis de nombreuses années, tant au niveau par exemple, de l'éclairage public, de l'isolation des bâtiments, et bien sûr aussi d'essayer de trouver des solutions pour avoir, on va dire, de meilleures économies sur l'énergie utilisée, notamment dans les bâtiments. Alors je ferai un focus tout à l'heure sur un des exemples, c'est-à-dire que on ne pouvait pas expliquer tout ce qui se faisait en collaboration avec Hérault Énergie, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Donc j'ai essayé de me polariser sur une action qui a été menée sur le groupe scolaire. Le groupe scolaire, donc, on verra un petit peu les évolutions et les économies que ça a pu générer. Et on se projettera aussi sur le futur, puisque l'action n'est pas terminée, et que année après année, on essaye d'améliorer le processus. Donc on peut peut-être commencer. Donc pour faire simple, la collaboration qu'on a avec Hérault Énergie, ça a été déjà expliqué, mais je le reprends les grandes lignes. Hein. Donc on recense, on fait un recensement du patrimoine communal et celui qu'on exploite et qui peut générer bien sûr des consommations en énergie. Hein. La situation énergétique par type d'énergie et les ratios qui vont avec, c'est-à-dire ça peut être les consommations de gaz ou les consommations électriques par exemple. Et ensuite, à partir de là, Hérault Énergie va nous sortir une feuille de synthèse donc, avec des solutions qui seront proposées. C'est un petit peu le cahier de route sur lequel on va se caler pour réaliser des actions au fur et à mesure, année après année, pour essayer de tendre vers, réaliser, on va dire, des économies d'énergie les plus pertinentes possibles. Au final, donc, à travers ces actions, Hérault Énergie nous accompagne la commune. Bon, dans les différentes démarches, on va dire, c'est très technique. Hein. Donc là, on a besoin, un élu, c'est pas un technicien, il peut l'être un petit peu, mais je veux dire, c'est vraiment, on a besoin de spécialistes à tous les niveaux. Et notamment, là, Hérault Énergie a un panel de personnes, de techniciens qui sont capables de nous accompagner pour aller tendre vers la meilleure solution. Les actions qu'on mène donc avec Hérault Énergie, ça nous permet de se projeter, on va dire, dans le futur et d'avancer pas à pas vers les meilleures solutions qu'on pourra trouver. Et enfin, bien sûr, à travers ces solutions, on va pérenniser, si vous voulez, le travail engagé pour aller vers une performance de plus en plus importante, notamment sur la consommation d'énergie. Donc l'exemple que j'ai pris, le conseil en énergie partagée, c'est quelque chose qui doit faire, je sais pas moi, une centaine de pages certainement. Donc ça, c'est un dossier qui a été réalisé par Hérault Énergie. Et donc j'ai fait un focus, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur
quels étaient les grands postes qui consommaient beaucoup d'énergie. Lorsqu'on a fait cette étude, on s'est aperçu que bien sûr il y avait l'éclairage public qui était un gros consommateur, on le voit, hein. Les 3 couleurs représentent 3 années différentes, hein. Mais que en gaz naturel, et le gaz naturel on l'utilise uniquement pour le chauffage du groupe scolaire, était quand même quelque chose qui représentait une consommation qui était loin d'être négligeable. En fin de compte, c'était le deuxième poste qui était le plus important en termes de consommation sur la commune. Donc, pour situer un petit peu rapidement, mais très rapidement, le groupe scolaire dont vous l'avez, j'ai essayé de le montrer, les différents éléments. Alors, il n'est pas vieux, hein, il date de 2007. 2007, donc il y a eu, ça a été réalisé, il y a eu un système de chauffage qui a été mis en place au gaz à l'époque, mais qui n'était pas le plus performant possible. Ensuite, à partir donc ça c'est 2007-2008, l'école, et ensuite on a rajouté dessus, c'est la partie grisée que vous apercevez à côté du terrain de sport. La partie grisée, donc c'est le centre loisir qui est venu se greffer dessus, hein, donc qui est alimenté pour partie par le même système de chauffage. Donc, le groupe scolaire, très rapidement, hein, je veux dire, bon, on voit les différentes photos avec une partie qui est le groupe scolaire lui-même, avec des grandes baies vitrées, on verra que ça a une incidence hein, quelque part. Et ensuite, la partie qui est en bois, là, sous l'arbre, et ce qu'on peut voir en bas au milieu, c'est les derniers bâtiments qu'on a mis en place, c'est-à-dire le centre de loisirs. Donc, quand l'audit a été fait dans le conseil énergie partagé par Aéro-Énergie, donc on se polarise là sur vraiment notre problématique de chauffage du groupe scolaire. Donc, on avait une chaudière à condensation et quelle était la situation au départ? Au départ, on se retrouvait avec, en gros, pour chauffer le groupe scolaire, 3 circuits. 2 circuits qui alimentaient en fin de compte le plancher chauffant. Un pour la partie primaire, un pour la partie des maternelles, et ensuite un 3e circuit qui lui était un petit peu un fourre-tout, dans lequel on avait une centrale, une soufflerie qu'on appelle une CTA, donc, qui envoie de l'air chaud, notamment dans un local qui est le local qui peut servir pour faire du sport, par exemple, dans une sorte de mini-gymnase, on va dire. Et donc, dans ce circuit-là, on retrouvait des radiateurs qui étaient dans les parties communes, qui chauffaient aussi des radiateurs de la cantine et justement la fameuse salle dont je viens de parler. Donc c'est un fourre-tout, c'est-à-dire que quand on mettait une consigne pour chauffer, on mettait cette consigne s'appliquait un peu de partout. Donc c'était peut-être pas le plus performant déjà à ce niveau. Ensuite, sur la façon de gérer un petit peu les températures, on se retrouvait avec un système de gestion mais qui prenait la température au départ, on va dire, de la chaudière. Donc ce qui veut dire qu'on n'avait pas une vue réelle de la température qu'il faisait dans les locaux. Donc ce qui a été proposé après étude notamment par Aéro-Énergie, ça a été de modifier, d'améliorer un petit peu le système en mettant, pour faire simple, un automate qui allait nous permettre, à travers des sondes qui allaient être placées dans les différents locaux, d'avoir un retour réel de la température qu'il y avait au niveau ambiant, on va dire, dans une salle. Alors qu'auparavant, on avait plutôt des températures qui étaient des températures de circuit, donc de sol, mais qui en fin de compte n'était pas la température réelle qu'il y avait dans la pièce. Exemple, si jamais il y avait le soleil qui venait taper sur les baies vitrées, forcément la température montait, mais ce n'était pas la consigne qui était réellement relevée au niveau de la chaudière. De même, lorsqu'il y avait un apport de personnel, on va dire, dans les salles, les élèves notamment, au bout d'un moment, comme vous le savez, les corps dégagent de la chaleur et forcément la température ambiante montait. Donc ceci n'était pas pris en compte et grâce donc à l'apport des sondes de température ambiante, ça permet d'avoir un retour réel de la température qui existe dans les salles. Donc avant, on avait une programmation avec des intervalles très larges parce qu'il fallait couvrir, parce qu'il y avait des moments à certains endroits, certains disaient on a chaud, d'autres qui avaient froid, donc on essayait de couvrir à peu près tout. Donc on mettait des programmations qui étaient relativement larges, donc qui étaient consommatrices forcément. Des lois d'eau élevées, alors ça veut dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on mettait des consignes de température, mais on ne prenait pas réellement le retour à savoir qu'il y avait des apports de chaleur qui se faisaient en dehors du chauffage.
Ensuite, on se retrouvait forcément, puisqu'on forçait le chauffage pour avoir quelque chose de cohérent un peu partout, on se retrouvait avec des températures intérieures excessives. Et la solution qui était employée notamment par les institutrices, enfin les maîtresses des écoles, c'était d'ouvrir les baies vitrées. On était en plein hiver, donc le chauffage tournait, et comme il faisait trop chaud, on ouvrait les baies vitrées. Donc ça allait, c'était un non-sens, quoi. Donc il y avait aussi, comment dire, on n'avait pas la possibilité de voir le fonctionnement de ce système de chauffage sans venir directement auprès de la chaudière. Donc là aussi, ça crée un souci. Ça nous est arrivé 2 fois en retour de vacances de se retrouver, de s'apercevoir le jour de la rentrée qu'en fin de compte, la chaudière était en panne. Alors, donc, si on avait eu, comment dire, un système qui puisse nous renseigner de manière à déporter, forcément, on aurait pu gérer le problème d'une autre manière. Et ensuite, donc, on faisait des interventions coup par coup, puisqu'on n'avait pas un retour, une information en continu, on va dire. Donc, de temps en temps, on allait jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Donc, après les premiers travaux qui ont été effectués suite donc, à ceux qui avaient été donnés par Aéroénergie, on a pu, grâce au matériel qui a été mis en place, avoir une programmation qui était plus ajustée, c'est-à-dire qu'elle correspondait réellement à l'utilisation qu'on faisait des locaux. Donc les températures qui sont les températures de consigne, il y en a 3. Une qui est le confort, c'est on va dire tous les jours. Celle réduite lorsque, en fin de compte, par exemple, les locaux ne sont pas utilisés. Et ensuite, hors gel, vraiment, quand, par exemple, l'école est fermée. Donc ça, on a pu réduire ces consignes du fait qu'on avait un retour clair des températures qui existaient dans les différentes salles. Donc les 2 sondes de température ambiante radio, donc, qui n'avaient pas besoin de filaire, on va dire de fil pour donner l'information, ont été placées. Elles ont été placées aux endroits où c'était le plus inconfortable, c'est-à-dire les endroits où on avait des excès de chaleur. Excès de chaleur, par exemple, c'est le dortoir des petits, où là on se retrouvait des fois avec des températures vraiment qui étaient très élevées. Le confort qu'il y a aussi, notamment pour l'exploitation, c'est d'avoir des reports d'alarme. C'est-à-dire que si jamais la chaudière a un souci, par GSM, c'est-à-dire sur le téléphone, on a un retour comme quoi il y a un souci. C'est-à-dire le responsable des services techniques du village sait automatiquement qu'il y a un souci. Donc il peut réagir beaucoup plus rapidement. Alors qu'avant, ma foi, il y avait un problème, mais on attendait d'entendre qu'il faisait froid dans les salles pour réagir. Et ensuite, bien sûr, on le verra, il y a comment dire, un écran qui est consultable, qui va nous permettre d'avoir différentes informations. Et donc ça, c'est accessible de manière déportée sur un PC, donc là aussi par le responsable de service technique pour voir si tout va bien, s'il peut ajuster ses consignes de température. Donc c'est quand même là aussi un certain confort pour travailler. Donc on a une connexion à distance. Donc, voilà. Et bien sûr, à partir de là, du moment qu'on ait un retour d'information en continu, si vraiment on doit intervenir sur le site, on va le faire, mais de manière optimisée, puisqu'on peut savoir si vraiment le système fonctionne correctement ou s'il y a un défaut. Dans le tableau de bord tel qu'on l'a maintenant de manière déportée sur le PC, donc là c'était la première vision, on va dire, du tableau de bord, c'est-à-dire que ça permet d'avoir, comment dire, un visuel, de manière graphique, un petit peu ce qui se passe sur les différents circuits. Donc là, bon, là c'était la manière, on va dire, c'était un circuit relativement simple avant qu'on fasse les modifications. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu comment dire, l'évolution qu'il y a eu. Donc là, on avait travaillé, on va dire, la première étape, ça a été de travailler sur l'existant. Et donc le premier tableau de bord qui a été créé, c'est celui-ci. Là-dessus, on peut voir qu'il y a différentes températures, les températures de consigne et les températures qui sont réellement présentes, on va dire, dans les différentes salles. Un exemple aussi de ce qu'on peut regarder à travers donc, ce tableau de bord, c'est là j'ai pris le dimanche et le lundi. Donc le dimanche forcément dans l'école il n'y a pas grand monde. Et le lundi à un moment donné on sait que les cours vont reprendre. Donc en bas vous apercevez l'horaire, hein, c'est-à-dire à partir par exemple la reprise du chauffage, on voit que ça remonte, les deux courbes de maternelle et de primaire remontent à partir de environ 4 heures. 4 heures du matin. Donc ça va remonter, c'est-à-dire qu'on va préparer la température pour que quand les élèves arrivent, on va dire les salles soient à température. Mais dès qu'ils arrivent, vous voyez qu'on va rebaisser
Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un apport, notamment de chaleur humaine, qui fera qu'on va rebaisser. C'est-à-dire que les consignes, le système qui gère le chauffage prend en compte ces évolutions de température et donc va pouvoir réguler, si vous voulez, alors qu'avant, on chauffait complètement et à fond tout le temps, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une perte qui était assez importante. Autre exemple de ce qu'on peut voir là-dessus, donc vous avez plusieurs courbes donc, qui sont les températures de consigne et réellement les températures qu'il y a en sortie, on va dire, des circuits. Et à partir de là, ça permet de voir un petit peu comment se régule la température entre la consigne et réellement la demande de chauffe, on va dire, de la chaudière. Une fois qu'on a amélioré notre système, voilà le tableau de bord là, qui est beaucoup plus conséquent, hein, vous vous en rendez compte. On a créé des circuits supplémentaires. J'avais expliqué qu'à un moment donné, on avait un circuit fourre-tout dans lequel on avait la CTA, c'est-à-dire l'appareil que vous avez complètement à droite, là, en grisé. Et que sur ce même circuit, on avait donc la CTA, le pulsaire d'air chaud. Ensuite, on avait les radiateurs des coursives et de la cantine. Donc tout ça, c'était un petit peu compliqué de dissocier, on va dire, puisque si jamais on avait besoin de chauffer l'espace où les élèves vont faire, par exemple, du sport, à ce compte-là, on mettait aussi en chauffe d'une manière assez importante tous les radiateurs. Donc tout ça, ça a été séparé. Et maintenant, on voit que la gestion, bien sûr, est beaucoup plus fine, puisqu'il y a 4 circuits qui sont séparés, sur lesquels on peut intervenir. Et donc, le système va intervenir dessus pour gérer, on va dire, le flux qui passe vers les éléments de chauffage et réguler de cette manière la température au plus fin. Et bien sûr, ça, puisque cette vision-là, on l'a sur l'ordinateur, de l'ordinateur, on peut modifier des éléments et voir si éventuellement il y a un élément qui est défaillant. Alors, si on regarde maintenant quel a été le gain, on va dire, lorsque on a placé donc, cet automate qu'on appelle la GTC, gestion technique centralisée, ou gestion technique GTB, gestion technique bâtiment. Donc on s'aperçoit là sur les petites bulles que vous avez en bas qu'à un moment donné, entre 2014 et 2015, là, on va mettre en place ce système. C'est la première étape, si vous voulez, pour faire évoluer notre système. Et vous voyez qu'on passe en gros de 87 945 kW, on est à 87 945 kW, alors que l'année avant, on était à 127 436. Bon, donc ce qui veut dire qu'avec cette gestion qui a été optimisée, donc pour éviter de chauffer quand on n'a pas besoin, en fin de compte, grosso modo et de façon brute, parce que bon, si on affine, on peut toujours discuter un petit peu sur les pourcentages, mais en gros, là, sur cette période, on fait 30% de moins, on va dire, de consommer. Alors, quand je dis brut, c'est que tout simplement, si on prend aussi l'indice de rigueur qui est en haut, forcément, si l'hiver est plus froid, on va un petit peu plus chauffer. Donc l'indice représente en fin de compte la notion un petit peu de la rigueur de l'hiver qu'il peut y avoir à ce niveau. Bon, mais ça n'empêche pas que si on regarde quand même grosso modo, on se retrouve avec une économie qui est loin d'être négligeable. Les évolutions, là maintenant, qui continue, hein, puisque comme je dis, il y a une feuille de route, donc on continue. À un moment donné, je vous ai montré qu'il y avait des grandes baies vitrées. Et le problème des grandes baies vitrées, c'est qu'en été, le soleil a tendance à taper, même si on essaie de mettre des rideaux, et d'augmenter la température dans les salles. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on a été obligé, on va dire, de mettre des climatiseurs, on va dire, dans les différentes salles de classe. Donc à partir de là, on va faire évoluer donc, cette gestion, et donc ce qui est programmé pour l'année 2024. Donc ça va être au niveau du groupe scolaire d'intégrer la gestion sur ce qui existe, on va dire, de rajouter la gestion des climatiseurs, c'est-à-dire que là aussi, on va dire, les enseignantes ou les enseignants n'auront pas les mains libres pour faire un peu tout ce qu'ils veulent avec le climatiseur. On va pouvoir le gérer, limiter aussi les zones dans lesquelles on peut fonctionner. Ces climatiseurs en demi-saison,
c'est réversible, peuvent aussi venir faire du chauffage plutôt que de mettre peut-être en route la chaudière à gaz. Ça, c'est le premier travail qui va être fait. Sur un autre bâtiment qu'on appelle l'espace multi-activité, donc qui est en gros la nouvelle salle des fêtes, quoi, qui a été construite il y a environ 3 ans. Là, on met en place la GTB là aussi, donc sur ce bâtiment avec la CTA, la centrale de traitement d'air, les radiateurs électriques, parce qu'il y en a quelques-uns, très peu, mais il y en a quelques-uns, et la climatisation, puisqu'il y a un espace bar, et donc on va gérer tout ça avec, de la même manière avec la GTB, c'est-à-dire avec ce système donc, automatisé. Et ensuite, troisième action, donc au niveau du centre culturel et récréatif, qu'on est en train de finaliser là, actuellement. Donc là, on va mettre en fonction la GTB sur la centrale de traitement d'air, la CTA, et la chaudière à granulés qui sera le mode de chauffage de ce bâtiment. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire un petit peu un point le plus rapide et un focus très spécifique sur les économies d'énergie, notamment en partant sur le groupe scolaire. Voilà. Et là, maintenant, je suis dispo si jamais vous avez besoin de quelques précisions, comme mes collègues qui sont à côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait des questions. On est multitâches, on anime, on présente et on passe les micros. Bonjour, merci pour votre présentation. Je pense que c'est très intéressant ce qui se passe dans la région. Moi, j'ai une question très pratico-pratique. Sur la rénovation du groupe scolaire qui a été faite, vous avez parlé du changement de la gestion du parc d'énergie en termes d'apport de chaud et maintenant bientôt d'apport de froid. J'imagine que du coup on partait de bâtiments qui avaient une isolation qui était déjà suffisante et qui répondait déjà à ce genre d'exigence. Donc il faut savoir que, comme je le disais, le groupe scolaire, lui, il a été, on va dire, inauguré, si je ne dis pas de bêtises, en 2007, donc il n'est pas très vieux, hein, je veux dire. Et 10 ans après, on a rajouté dessus le centre de loisirs qui, lui, est encore sur une isolation encore plus performante, hein, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, on partait quand même d'une base qui était relativement bien établie, quoi, je veux dire, ce n'était pas un vieux bâtiment. Ce qui n'empêche pas quand même, c'est que le travail qu'on mène avec Aéro Énergie s'applique aussi sur des bâtiments qui sont anciens, quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis polarisé sur le groupe scolaire parce qu'il y avait une action qui permettait de voir un petit peu comment ça s'était déroulé. Mais on a aussi fait des actions beaucoup plus classiques, on va dire, sur d'autres bâtiments, c'est-à-dire des remplacements d'huisseries, des isolations de murs, des isolations sous plafond, etc. Donc je veux dire, le travail qu'on mène avec Aéro Énergie ne se limite pas uniquement à, on va dire, là, on était plutôt sur quelque chose de très technique, j'ai envie de dire, mais ça peut être aussi du pratico-pratique, hein, je veux dire, c'est aussi, ils viennent avec des caméras thermiques dans un premier temps, ils regardent un petit peu là où c'est qu'on a des faiblesses sur les différents bâtiments, et à partir de là, ils nous font des propositions, des scénarios sur lesquels on va appliquer, et donc s'il faut changer les huisseries, à un moment donné, on programme pour changer les huisseries, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on peut être sur quelque chose de très technique, hein, mais on peut être aussi sur quelque chose de beaucoup plus classique. Merci. Bonjour, je m'entends en décalé, excusez-moi. Donc Isabelle Nélis de Bureau d'études IDébat. Merci Monsieur le maire pour votre présentation qui était très intéressante. Juste, est-ce que vous avez aussi une réflexion sur la protection solaire, c'est pas tant l'isolation, mais sur les protections solaires extérieures par rapport à vos grandes baies vitrées, donc des solutions qui sont un peu plus passives, comme les brasseurs d'air, les protections solaires. Vous l'avez bien mentionné, Aéro Énergie, mais c'est vrai que de penser réduction d'énergétique, sobriété, rajouter la climatisation, même si on comprend l'évolution du climat. Il y a aussi premier acte de sobriété et la mise en place de solutions passives. Alors, oui, je vais vous répondre. Donc, dans les préconisations qui avaient été faites aussi par Aéro Énergie, il y avait une solution aussi de mettre des films qui sont sur les vitres. Solution qui n'a pas été trop accepté par le corps enseignant, parce qu'il forcément ça réduit la luminosité, et donc à partir de là, ils n'étaient pas chauds là-dessus. Donc on est parti sur une autre solution, celle-là qui est gérée directement au niveau communal. On a planté on a fait des plantations pour que futurement, je vais dire, ces arbres vont se développer et vont venir empêcher les rayons du soleil de taper sur ces vitres. Et bien sûr, en hiver, il n'y aura pas les feuilles et le soleil pourra venir, quoi. Voilà. Ça, c'est la solution qu'on a retenue.
Bonjour, moi j'aimerais savoir comment est-ce que Héro Énergie et comment vous avez été accompagné, donc j'ai bien compris l'accompagnement à l'audit, etc. Mais pour la réalisation des travaux dans les petites communes comme ça, quand on a des travaux d'isolation, de toiture, de comble, comment est-ce que vous choisissez les artisans qui vont intervenir? Est-ce que c'est sous forme d'appel d'offres? Est-ce que c'est vous qui choisissez? Voilà, j'aimerais un éclairage là-dessus. Alors, bon, mais là pareil, quoi, je veux dire, on est suivant le montant du marché, on va dire, soit on est obligé de passer par un marché, soit on peut passer de manière plus simple. Mais nous, au niveau village, quand on peut, bon, il y a un cahier des charges quand même, on ne fait pas tout et n'importe quoi, hein, ça veut dire qu'il y a des préconisations sur des performances énergétiques qu'on doit aller chercher à travers des valeurs d'isolant, quoi, je veux dire. Du moment que tout ça c'est défini clairement, à partir de là, moi l'idée c'est aussi de pouvoir faire travailler les artisans qui sont pas trop loin, quoi, je veux dire. Donc notamment pour ce qui est par exemple l'isolation des murs, il se trouve qu'on a 2 artisans sur le village qui sont à même de faire ces travaux. Si leur tarif est correct et que je sais pertinemment qu'ils savent faire le travail, pourquoi pas, quoi. À ce compte-là, je préfère travailler avec eux, je ne vais pas mentir. Bonjour, moi je voulais savoir quelle place était laissée au changement de comportement justement après la réalisation de ces travaux. Comment est-ce qu'on vient sensibiliser justement les occupants de ce bâtiment-là? Parce qu'on a beaucoup parlé d'efficacité énergétique, système, bâti, mais comment on contribue aussi à mieux s'approprier ces bâtiments-là lorsqu'ils sont rénovés? Alors, ça fait partie aussi des recommandations qui étaient faites toujours par Héro Énergie, hein, c'est-à-dire d'accompagner les utilisateurs de ces bâtiments et leur expliquer un petit peu les contraintes, hein, c'est-à-dire leur expliquer qu'à un moment donné, on a fait tout et n'importe quoi, mais bon, je le comprends, c'est que le système n'était pas adapté et que donc à des moments on gaspillait de l'énergie bêtement, je vais dire. Et donc on leur explique, et moi j'essaie de leur expliquer notamment quand on fait le conseil d'école, leur expliquer un petit peu les sommes qui sont mises en jeu sur la partie énergétique, parce que ça parle, ça c'est des choses, ça parle à tout le monde, je veux dire, de leur expliquer que par exemple les factures énergétiques montent en flèche et que donc à un moment donné il faut vraiment faire attention et ne pas faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que si jamais je sais pas, ils ont un souci, quelque chose qui apparaît, c'est de nous faire un retour pour qu'on puisse adapter un petit peu derrière notre manière de fonctionner et éviter justement qu'on puisse dépenser pour dépenser, quoi, je veux dire, voilà. Allô? Oui, vous m'entendez? Non, je sais pas. Si. Donc, ce qu'on propose aussi aux communes qu'on accompagne, c'est un guide des éco-gestes, de la bonne utilisation des bâtiments publics. On propose aussi des affiches, des choses que peuvent utiliser les équipes municipales pour continuer de sensibiliser effectivement les usagers des bâtiments publics. Donc, ça vient un peu en complément de ces approches techniques. Et j'ajoute au niveau régional et ce qu'on va essayer de dupliquer dans d'autres départements, c'est le principe de mener une mission de concertation, d'accompagnement pour que les futurs usagers, les occupants s'approprient le projet de rénovation énergétique et voient qu'est-ce que ça implique dans les comportements. Oui, bonjour, Frédéric Soulier, habitant d'une petite commune de 1200 habitants. Le groupe scolaire, on a déjà travaillé dessus et on avait opté pour... on a profité de l'agrandissement pour faire une rénovation et on a opté pour un puits canadien. Voilà. Mais ma question vient sur notre salle polyvalente. Nous avons une salle polyvalente qui a un bel âge et une belle toiture en fibrociment amianté et qui est très énergivore, bien sûr, puisqu'on fait pas mal d'événementiels. Et donc le chauffage en hiver, c'est une véritable passoire. Et ma question est toute simple, c'est que, je vais utiliser un mot fort peut-être, mais nous sommes littéralement harcelés par des entreprises qui sont sous ce toit aujourd'hui, qui s'appellent tiers investisseurs, et qui nous proposent tout simplement d'enlever notre amiante, nous mettre un bac sandwich et des panneaux photovoltaïques dessus. Ma question est simple, c'est dans le principe, est-ce qu'il est préférable de venir vers vous et d'étudier un investissement en propre auprès de la commune,
soutenu par la commune, ou faire simple et d'accepter un contrat de location d'une toiture avec un bac acier sandwich. Une question simple et une réponse qui n'est pas si... Nous, on aurait tendance à essayer de vous accompagner pour voir si les différents scénarios. Et donc aujourd'hui, avec le syndicat, on pousse pas mal sur les questions d'autoconsommation, etc. Donc c'est vrai que si vous louez votre toit, vous n'aurez pas forcément accès à cette énergie que vous produirez. Et donc, après, chaque élu fait comme il le souhaite, évidemment. Mais nous, voilà, on vous proposerait plutôt d'étudier plusieurs scénarios et on vous ferait des projections, quoi. Et je complète parce que on comprend bien le rôle d'Hero Énergie dans l'accompagnement de proximité des projets. Ça marche plus. C'est mieux? Si. Donc la REC, dans ce parcours bâtiment public, va avoir un rôle de support pour assembler des solutions de financement, toutes les solutions de financement possibles, que ce soit à travers des subventions, à travers la valorisation des C2E, ce que vous faites déjà, mais d'autres mécanismes un peu plus compliqués à mettre en œuvre, type in-tracting de la Banque des Territoires, dont on parle beaucoup, mais aussi des mécanismes de tiers financement. On mettra toutes les options sur la table, on travaillera à livre ouvert, et bien sûr, à la fin, c'est la commune qui fait le choix en fonction de sa stratégie, de ses capacités d'investissement. Nous, notre objectif, c'est que le projet bascule, se fasse, et qu'on ne laisse pas une passoire thermique dans cet état. Moi, si je peux amener un petit peu un complément, si on peut bénéficier, on va dire, de techniciens qui sont un petit peu indépendants, on n'est pas sur du commercial, puisqu'on est vraiment sur de la technique, du conseil. À mon avis, c'est la meilleure stratégie. Je veux dire, on a la chance de pouvoir travailler avec Hero Énergie, puisqu'ils sont là, ils ont des compétences qui sont avérées. Ils ne sont pas là pour générer spécialement de l'argent, c'est simplement trouver les meilleures solutions. Moi, ça me paraît la meilleure solution, effectivement, de passer par eux, de façon à avoir un œil neuf, j'ai envie de dire, par rapport à une problématique, et d'envisager des solutions. Après, effectivement, c'est lui qui décidera, hein, ça c'est évident. Mais bon, là, c'est quand même, ça me semble intéressant, enfin plus qu'intéressant, que je veux dire. Parce que ce sont des spécialistes, ils ont les capacités, les compétences, et donc ça va dans le sens. Tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose pour répondre à madame, là, tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on fait des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire ça, c'est, on va dire, c'est Hero Énergie qui le traite, hein, parce que c'est très complexe à faire. Mais ça génère 4 sous, je veux dire. Donc ça ne génère jamais beaucoup des grosses sommes. Et une année, donc, on a utilisé cette somme pour faire de la pédagogie. C'est-à-dire que ça nous a permis de faire des actions pédagogiques justement sur tout ce qui était énergie, comment être respectueux de certaines choses. Et donc on a utilisé ces certificats d'économie d'énergie pour essayer d'inculquer, on va dire, une manière de faire. Voilà. J'avais oublié ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Je vous en prie. Merci. J'avais une question sur le schéma d'accompagnement. Est-ce que, au niveau de l'agence de la REC ou bien de Hero Énergie, est-ce que vous êtes allé jusqu'à se substituer à la maîtrise d'ouvrage, par exemple des schémas avec de la maîtrise d'ouvrage déléguée, où on a souvent en fait des petites communes qui vont pas jusqu'au bout et certains syndicats d'énergie ou d'autres acteurs se substituent, et si oui, pourquoi avoir choisi ce schéma, et est-ce qu'on peut avoir un petit retour d'expérience sur notamment l'implication de la commune lorsque c'est un tiers qui est sur de la maîtrise d'ouvrage déléguée? Effectivement, Hero Énergie s'est positionné sur des projets de maîtrise d'ouvrage déléguée, notamment dans le cadre de transformation de chaudière, on va dire, à énergie fossile à chaudière à énergie géothermie, solaire ou bois. Et donc le retour d'expérience, c'est qu'on essaye souvent de se positionner plutôt sur des projets un peu complexes, c'est-à-dire soit lorsqu'il y a par exemple une commune et une interco, ou une commune et le département, pour essayer de mutualiser des systèmes de chauffage, et donc finalement aider à ce que le projet aboutisse, parce que parfois c'est un peu compliqué entre deux collectivités de mener un projet en commun, pour des raisons techniques ou administratives.
Après, le retour d'expérience, j'allais dire, il est plutôt bon parce qu'on a aussi fait de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour des petites communes. Et comme vous le dites très bien, il n'y a pas forcément le dispositif ou les services techniques pour accompagner le projet. Donc c'est vrai qu'on prend tout. Enfin, c'est vraiment un service clé en main. C'est-à-dire qu'on va chercher les subventions, on monte les cahiers des charges, on choisit le maître d'œuvre. On suit le chantier avec évidemment en associant en continu la commune ou en tout cas la structure, jusqu'à la livraison. Et donc aujourd'hui on est plutôt positionné quand même sur ce changement de chauffage en ayant recours à l'énergie renouvelable. La volonté, ça je pourrais laisser la parole à mon directeur général, mais on a envie de continuer de le faire. Après, pour l'instant, on se positionne plutôt sur ce volet ENR. Peut-être qu'à terme, on verra avec la REC ou d'autres, peut-être s'il y a des besoins sur des travaux de rénovation, mais on a d'autres partenariats aussi sur le sujet. Je me permettrai aussi de compléter au niveau de la maîtrise d'ouvrage déléguée. On accompagne aussi les communes donc sur le volet gestion technique bâtiment, qui est un volet qui est assez complexe. Alors ça n'a pas été le cas sur Valros, parce qu'on était sur de l'AMO. Mais sur beaucoup d'autres communes du département, et également on a fait le passage des marchés, la rédaction des cahiers des charges, etc., ainsi que la réception des travaux, et à chaque fois on s'engage à suivre, on va dire, l'installation pendant 1 an à titre gratuit. Voilà. Merci. Est-ce qu'on prend une dernière question? Et moi je voulais savoir concrètement quel est le process, comment vous avez été accompagné par Aéroénergie, dans le détail, et comment ça se passe au démarrage. Comment vous faites pour calibrer le projet et définir l'accompagnement dont vous avez besoin? On va dire que l'élu, lui, il a une vague idée de ce qu'il veut faire, mais après ça devient beaucoup plus technique, et là donc on va faire appel réellement à Aéroénergie qui est vraiment, qui a les compétences pour ça, quoi, j'ai envie de dire, et qui va nous expliquer et monter de façon concrète le projet. Si je prends l'exemple du groupe scolaire, là, au départ, c'était une phase de test, on va dire. Ce système-là avait été mis en place parce que pour Aéroénergie, c'était une phase de test. Donc on a travaillé de concert avec eux, c'est-à-dire donc on avait à disposition nos locaux. Eux, ils sont venus en complément amener justement du matériel qui, dans un premier temps, a été mis à disposition au tout départ. Donc quand on a commencé, et qui ensuite, après une phase d'un an, on va dire, a été vendu, donc racheté par la commune. Donc le système mis en place a été racheté par la commune. Voilà comment ça s'est passé pour la première phase, on va dire, sur laquelle on a travaillé au niveau du groupe scolaire. C'est ça, tout à fait. En fait, on a fait une expérimentation en 2015-2016 sur des armoires qu'on a conçues en interne sur de la gestion technique, qu'on a mis à disposition d'une dizaine de communes pendant 1 an. Avec un retour d'expérience, on va dire, très positif, puisque sur l'ensemble des communes, on est carrément arrivé au plafond des 30%, voire 35% pour certaines d'économies, on va dire, d'énergie derrière. Et la plupart ont racheté cette armoire, et maintenant, aujourd'hui, font encore évoluer le système qui a été mis en place, comme sur la commune de Valros. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? L'objectif de cette... merci. Juste pour conclure, pour dire, voilà, on voulait vous montrer à travers un projet concret, donc là, orienté plutôt pilotage, changement de système énergétique, mais qui sera également orienté au niveau régional sur la partie rénovation globale. Donc on va intégrer d'autres postes pour faciliter... réduire la facture énergétique. Voulez-vous montrer à travers ce projet concret ce qui va se passer en Occitanie ces 3 prochaines années, avec la volonté de s'appuyer fortement sur les compétences des syndicats d'énergie, d'Aéroénergie en particulier, et d'aller plus loin, d'accélérer, parce que il ne suffit pas de faire un audit, là on veut vraiment aller jusqu'aux travaux, jusqu'à la réalisation, et ce que l'on vise modestement, c'est d'accompagner l'équivalent de 1800 communes, donc 40% des communes de moins de 3500 habitants, sur une période de 3 ans. Donc vraiment on va vite et on massifie, et d'accompagner des projets performants. Donc on vise des économies d'énergie d'au moins 40%, de rénover l'équivalent de 350 bâtiments, donc d'aller au bout sur 350 bâtiments, tout type de bâtiments, groupes scolaires, salles polyvalentes, dont monsieur parlait tout à l'heure, tous les bâtiments communaux qui nécessitent d'être rénovés.
Merci en tout cas pour vos questions. Merci aux intervenants, Patrick, Merci. Sébastien, toujours présents, et monsieur le maire, Merci. d'être venu jusqu'à nous et d'avoir participé à votre expérience. T'es pas bien loin, hein, ça va. Très précieux. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.